Depuis un an, les coupes budgétaires annoncées par l'État et les collectivités territoriales bouleversent l'écosystème culturel français. Partout en France, des théâtres, des centres d'art, des associations culturelles sont obligés de réduire la voilure, d'annuler des représentations, parfois de licencier, parfois carrément de mettre la clé sous la porte. Derrière ces coupes, souvent des arguments économiques en cette période de disette budgétaire, mais aussi des soupçons politiques. La culture subventionnée ne semble plus faire consensus, bien au contraire, elle semble plus que jamais avoir été gagnée par la bataille culturelle. Alors nous trouvons-nous face à un tournant politique du modèle culturel français? Comment financer la culture publique? Celle-ci vit-elle son dernier été, moins d'un an avant les élections municipales? Pour en avoir le cœur net et tenter de démêler le vrai du faux, trois invités avec nous dans Question du soir. Alexandre Thébault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué à la culture et au patrimoine de la région Pays de Loire. Pays de Loire très commenté ces derniers mois par les 73% de coupes budgétaires annoncées en novembre-décembre dernier. Vous êtes venu spécialement de Nantes pour nous retrouver ici dans le studio 341 de la Maison de la Radio et je tiens à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie, vous également Sandrine Mini, puisque vous arrivez tout juste d'Avignon. Tout le monde prend le train pour se rendre à la Maison de la Radio. Vous êtes directrice du TMS, le Théâtre Molière de cette scène nationale de l'archipel de Thau, également membre du bureau du SYNDEAC, je le dis bien, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Enfin, Vincent Guillon, à distance, vous n'avez pas pu prendre de train, mais vous êtes tout pardonné. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles, professeur à Sciences Po Grenoble, auteur d'une cartographie des baisses budgétaires culturelles en France. On va y revenir. Observatoire qui a tout juste publié, c'était la semaine dernière, son baromètre 2025 sur les choix culturels des collectivités territoriales, pile notre sujet du soir, et vous pourrez revenir sur les chiffres et les conclusions de ce baromètre. Merci à vous trois d'être avec nous. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. On est dans un contexte d'effondrement systémique au niveau des politiques culturelles, des budgets culturels. Les départements notamment font souvent le choix, on le voit là, de couper dans tout ce qui n'est pas compétence obligatoire. Donc ça veut dire beaucoup moins d'argent pour les compagnies, pour les structures, pour faire des actions dans la ruralité par exemple. La baisse des subventions régionales va entraîner des effets dominos avec le retrait des départements. On va être dès l'année prochaine obligé de faire des économies très importantes sur la programmation et sur les emplois intermittents. Les intermittents ont déjà été prévenus il y a une semaine qu'ils ne seraient pas réengagés l'année prochaine. Il n'y a pas eu de coupe budgétaire au ministère de la Culture. Regardez le budget qui a été adopté. Moi, je vais vous dire, depuis que Emmanuel Macron est président, il finira son mandat. Vous savez combien de plus sur le budget du ministère de la Culture, sur son mandat? C'est presque 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros annonce la ministre de la Culture. Alors bataille des chiffres, bataille des récits également autour de ces coupes budgétaires. Mais je voudrais profiter, Sandrine Mini, que vous arriviez tout juste d'Avignon pour vous demander un peu un retour du terrain, puisqu'Avignon concentre tout ce que le théâtre et le spectacle vivant en France et d'ailleurs également à l'étranger organise, produit, met en scène. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui au festival concernant les perspectives pour le spectacle vivant ? Alors d'une part, les compagnies ont envie de jouer. Elles n'ont pas le choix, elles ont réservé leurs créneaux, que ce soit principalement dans le off d'ailleurs, et puis celles qui sont programmées dans le in. Donc tout le monde est au travail, et bien entendu, on ne souhaitait pas devoir s'arrêter de jouer. Ça vraiment, c'était quelque chose qui faisait consensus entre nous, puisque la situation est telle que réserver des créneaux dans le off, les financer pour une large part de compagnies, c'est un sacré budget. À ceci s'ajoute quand même une très très grande inquiétude. On a vu lors des derniers rendez-vous que ce soit organisé par le SYNDEAC, mais aussi la CGT Spectacle, le CINAVI, des inquiétudes à la fois évidemment sur l'avenir budgétaire, mais également sur ce qu'on pourrait appeler la censure et l'autocensure qui arrivent peu à peu, accompagnés de ces coupes budgétaires ou les précédents. Et puis, on a eu une grande assemblée extrêmement passionnante à l'Opéra Grand Avignon, organisée ici encore par notre syndicat, et où nous avons rassemblé des élus de droite et de gauche pour comprendre ce qui faisait consensus, pourquoi ils s'engageaient fortement autour du secteur de la culture.
Ça, c'était vendredi matin. Et je dois dire que ce moment nous a fait particulièrement du bien à quelques mois des prochaines élections municipales, puisqu'il y a un grand nombre de municipalités, mais aussi de régions, de départements, qui affirment vouloir, de façon transpartisane, continuer à nous soutenir comme un service public essentiel de notre pays. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on a l'impression sur les questions budgétaires que la question ça dépasse un petit peu les questions partisanes. Il y a une tribune qui a été publiée aujourd'hui par des maires socialistes, des députés socialistes qui appellent à sanctuariser les budgets de la culture, notamment dans les mairies. Mais il y a également eu une tribune du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui lui appelle à renforcer la décentralisation et à augmenter les budgets des régions en matière culturelle. Alexandre Thébault, comment est-ce que vous lisez ce différend dans votre propre courant politique ? Je rappelle que vous venez des Républicains. Tout à fait, je suis effectivement adhérent des Républicains. Alors, en propos liminaire, tout de même, les chiffres sont importants, mais nous n'avons pas réduit la dépense publique dans le domaine culturel de 73%, comme on l'a souvent lu et souvent entendu. Nous l'avons réduit de moitié, de 50%. C'est important, mais il faut quand même parler de ce qui est réellement. Au-delà, la culture fait l'objet, comme tous les domaines de la vie courante aujourd'hui, d'un défi redoutable, qu'est celui de la dette. Ça tombe bien qu'on se voit aujourd'hui, puisque François Bayrou annonce son plan, dont j'espère qu'il sera voté, au moins pour partie, par l'Assemblée nationale dans le cadre du budget 2026, parce que c'est ce qui nous attend. Moi, je me concentre sur l'avenir. Et il ne fait que dire ce que nous disions déjà, nous, en région, des Pays de la Loire en décembre dernier, la dette est littéralement insoutenable. Je crois que, et c'est central dans mon propos, il faut repartir des fondamentaux, la primauté des circonstances. C'était ce que disait De Gaulle. Il disait deux choses. La culture domine tout, je le rejoins complètement et je suis gaulliste. Mais il disait aussi une chose, la primauté des circonstances. Alors, juste pour répondre, parce que Xavier Bertrand se dit également gaulliste. Il tout à fait, je sais qu'il l'est d'ailleurs. À Malraux, mais alors sa lecture peut-être des symptômes est la même que vous sur certains points, certainement sur la dette, mais les solutions qu'il propose diffèrent des vôtres. Comment, encore une fois, est-ce que vous expliquez ça ? Et puis après, Vincent Guillon, on reviendra sur les conclusions peut-être surprenantes de votre dernier baromètre des politiques culturelles. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le toujours plus d'argent public, en l'occurrence, c'est juste plus du tout possible. Ça l'est depuis longtemps. Ça fait déjà des décennies qu'en fait, on augmente des budgets qui ne sont jamais suffisants. Encore une fois, au-delà du domaine culturel proprement dit. Et ça ne tient plus. Voilà, ça ne tient plus. On est face au mur, 3 345 milliards de dettes. La charge de la dette, et ça c'est central pour nos auditeurs, la charge de la dette a dépassé le budget, le budget de la défense. Elle est en passe de dépasser le premier budget de l'État, qui est celui de l'éducation nationale. C'est un drame absolu. Nous, on décide de prendre cela en responsabilité et donc de se recentrer sur les compétences régaliennes, à savoir ce pourquoi les régions de France ont été créées. On va revenir sur le sujet de la décentralisation parce que j'ai des propositions. Et sur le sujet de la culture, parce que vous me parlez de dette, mais en réalité on parlait également là de politique culturelle, parce que la culture représente 2% du budget global de votre région, excusez-moi d'entrer dans les détails puisque vous parlez de la dette, mais elle représente 5,7% des coupes budgétaires, c'est-à-dire en proportion, vous avez coupé 2 fois plus dans le budget de la culture de votre région qu'elle ne représente de poids économique. Donc c'est un choix. Et là, je souligne encore, ensuite je pense que je ne suis pas du tout ici pour faire le procès de votre politique. C'est juste pour essayer de comprendre ces différences, parfois transpartisanes. Et puis je tiens vraiment ensuite qu'on puisse donner la parole à Vincent Guillon, qui nous donnera peut-être une vision d'ensemble. Tout à fait. Alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour 2 raisons principales. Le propos que vous avez là, c'est pour 2 raisons principales. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait le choix, compte tenu de la réduction liée aux dépenses publiques, de faire peser ces dépenses publiques sur les dépenses qui n'étaient pas dites régaliennes. Nous existons pour les transports, les lycées et l'emploi lié à sa dimension dynamique. Donc on s'est recentré là-dessus. Ensuite de cela, on a fait le choix de faire peser nos économies sur les subventions en fonctionnement. Et il se trouve que dans le domaine culturel, quasiment 100% des subventions pesaient sur le fonctionnement. Donc on omet de dire qu'on reste extrêmement présent, et ce de manière inédite, sur l'investissement, à savoir que ça construit des salles de cinéma, de théâtre, de spectacle, des muséums d'histoire naturelle. Je viens de voter pour 800 000 € de réfection du muséum d'histoire naturelle de la ville de Nantes. C'est pas une paille, mais voilà, c'est sur le fonctionnement qu'on a fait peser nos efforts, et c'est ces 2 raisons, recentrage et
réduction des dépenses en fonctionnement, c'est ce qui explique que la culture, aujourd'hui, est touchée, mais comme tous les autres domaines. Vincent Guillon, je rappelle, vous avez tout juste publié le baromètre 2025 sur les choix culturels des collectivités territoriales. Enfin, c'est pas vous qui l'avez publié, mais l'Observatoire des politiques culturelles. Et vous nous disiez en préparant cette émission que vous aviez été surpris par les résultats obtenus. Pourquoi ? Surpris, je ne sais pas. Disons que les résultats viennent plutôt confirmer les cris d'alerte et le diagnostic de crise qui a été posé depuis maintenant 6 mois. La surprise vient peut-être de l'ampleur finalement des baisses budgétaires et qui sont complètement inédites du point de vue de la dynamique budgétaire historique des politiques culturelles et qui viennent donc confirmer la séquence de grande fragilisation du soutien public à la culture à l'échelle nationale. Alors je ne vais pas vous noyer sous des chiffres, ce serait indigeste, mais néanmoins venir donner quelques repères puisque 50% des collectivités et intercommunalités, tout niveau confondu, baissent leur budget culturel totaux et leur budget culturel de fonctionnement en 2025, dont 65% des régions et 70% des départements. Cela étant dit, l'intensité des baisses est très différente entre collectivités de même échelon. Certaines sont très importantes, d'autres beaucoup plus contenu. À titre d'exemple, on a environ un tiers des départements. Ah, Vincent Guillon, il me semble qu'on vous a perdu. Vous allez dire qu'on avait un tiers... Vous êtes de retour ? Non, peut-être pas, mais je crois Sandrine Mini souhaitait réagir. Oui, moi, ce que je tenais à répondre à ce qu'on se disait précédemment, c'est que ce qui est extrêmement complexe en ce moment, en tout cas avec des décisions politiques qu'on peut comprendre, ou en tout cas qu'on comprend au regard de la loi de finances 2025 qui enlève 2,2 milliards aux collectivités, et effectivement, comment fait-on ? Ce qui est plus complexe, c'est quand on découvre très tardivement, nous sommes tout l'ensemble du spectacle vivant, puisque c'est à ce nom-là que je parle, et le résultat de la construction depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est de financements croisés et d'une politique de décentralisation extrêmement longue. C'est une histoire, c'est le résultat d'une histoire. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire porter, nous dire qu'on est donc abreuvé au financement public, aux subventions publiques. Or, c'est institutionnel, ce mode de financement-là. Depuis longtemps, nos maisons et l'ensemble également, alors un peu moins les musées, mais médiathèques, etc., sont nourris par des financements croisés. Quand on décroise... Quand on dit financement croisé, alors, il faut juste bien expliquer aux auditrices et auditeurs. On a un petit peu tout l'échelon, si vous voulez. On a, en l'occurrence, dans la scène nationale que je dirige, premier financeur, cette Aglopole Méditerranée. Deuxième financeur, l'État, puisque c'est un label de l'État. Troisième financeur, très intéressant, le club de mécènes. Et on va y revenir sur les possibilités, disons, hybrides de financement. On y reviendra tout à l'heure. La région, Occitanie et le département. Dès lors que dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là, on va dire du plus important au moins important. Dès lors que l'un de ces cofinanceurs bouge les lignes, parfois dans des délais extrêmement contraints, puisqu'on comprend effectivement que vous-même être soumis à des décisions budgétaires, encore une fois, qui viennent du gouvernement, et qu'il faut pouvoir ajuster très vite. Nous, derrière, on n'a pas le temps de s'adapter. C'est-à-dire qu'on est le résultat d'une histoire de près de 40 années. Si demain, on doit fonctionner autrement, décroiser les choses, construire les budgets autrement, asseyons-nous autour d'une table, travaillons en co-construction et en concertation. On ne peut pas nous demander de renoncer à nos missions de service public, ce pourquoi nous sommes financés, évidemment, fortement par de l'argent public du jour au lendemain. Il nous faut nous laisser le temps de nous adapter. Et encore une fois, ça fait partie de la vie de l'établissement que je dirige. Nous avons 65 entreprises à nos côtés. Nous sommes déjà dans ce dialogue avec le public et le privé. Mais encore une fois, cela reste quand même à la marge parce qu'aujourd'hui, on peut venir au théâtre en payant sa place quand on est dans les minima sociaux à 8 € ou jusqu'à 38 € pour le théâtre que je dirige, ce qui est très élevé. Parce que nous avons beaucoup de recettes de billetterie également dans notre modèle. C'est construit comme ça. Mais pour ne pas perdre les auditeurs, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que nous sommes le résultat d'une histoire et que si on veut la modifier, il va falloir travailler. Mais on ne peut pas du jour au lendemain décroiser les financements, en tout cas les amoindrir, puisque c'est directement l'emploi qui est menacé.
Alors là, ça s'adresse un petit peu à vous, ce que dit Sandrine Mény, parce que vous participez de ce décroisement des financements en assumant d'avoir coupé des subventions de la région aux institutions culturelles. Une question qu'on s'est posée avec l'équipe, c'est comment est-ce que vous avez choisi quelles allaient être les cibles, pardonnez-moi de ce mot, de ces coupes budgétaires? Oui, plus que de cible, je parlerai de non-bénéficiaires. Eh bien, je vous l'expliquais tout à l'heure, toutes les structures qui jouissaient d'une subvention en fonctionnement, bien au-delà de la culture et du patrimoine. Il s'agit de toutes les structures. Les chambres consulaires ont vu des millions d'euros disparaître du jour au lendemain. Idem dans l'agriculture pour ce qui ne relevait pas de nos compétences réglementaires. Donc on a 7 commissions, c'est important de l'avoir en tête, transport, etc., on a 7 commissions. Toutes les structures, sans exception, qui jouissaient d'une subvention en fonctionnement, n'en ont plus aujourd'hui. Donc ce n'est pas un ciblage ad hominem sur le milieu culturel, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas choisi, c'est ça que vous... Non, et ensuite, d'une part, je dirais, c'est important quand même qu'on se le dise, parce que ne laissons pas croire non plus que tout le milieu culturel jouit de subventions. C'est loin d'être vrai. Il y a énormément de structures culturelles qui sont privées. Qui n'ont aucune subvention. Exactement. C'est quand même important de le dire en France et en région de fait. Et ensuite, on a regardé précisément pour savoir à qui nous allions annoncer, hélas, que nous supprimerions 100% de la subvention immédiatement ou très souvent 50% parce qu'on avait des engagements. Sur le temps long, et qu'on relevait d'une part budgétaire très très importante. Ce qui s'est joué, c'était de se dire où est-ce qu'on pèse pour plus de 20% du budget et où est-ce qu'on pèse pour moins de 20%. Et en fait, on a observé, attention, je ne dis pas que ce n'est pas déstabilisant, mais on a observé que pour l'ensemble, en moyenne, en gros, sur les lieux, on était à 9% de part budgétaire, sur les festivals, à un peu moins de 5%. Et on a identifié que c'est quelque chose qui, en temps réel, serait bien sûr déstabilisant, mais n'engagerait pas la viabilité de ces structures-là. Voilà, c'est comme ça qu'on a procédé en temps réel, dans une urgence de fait. Je vous rappelle qu'on a appris en octobre dernier l'effort budgétaire qui nous était demandé. Vincent Guillon, est-ce que les coupes budgétaires dans les régions, pas seulement dans les Pays de la Loire, ont engagé la viabilité des institutions culturelles du spectacle vivant? Qu'avez-vous observé depuis là où vous vous trouvez? Alors peut-être revenir simplement sur le paysage en quelques mots, puisque j'ai été coupé, puisque je disais qu'un tiers des départements et un quart des régions affichent des baisses supérieures à 10%, ce qui n'est pas rien par rapport à un milieu culturel, un secteur culturel qui était déjà fragilisé par un sous-financement les années précédentes, en partie lié à une croissance des coûts qui n'était pas compensée par une croissance des recettes et dont des subventions publiques. Simplement également pour vous dire que dans votre propos introductif, il y a le terme d'effondrement finalement du système de politique culturelle qui a été prononcé. Je crois qu'on n'en est pas là encore. On n'en est pas là pour une raison principale qui est que le bloc local, qui est constitué donc des communes et des intercommunalités, affiche un repli bien réel, mais moins conséquent que celui des départements et des régions. Or, ce bloc local constitue le financeur principal du secteur culturel au niveau des collectivités territoriales et même en comprenant l'État. Ce qui permet en l'État, excusez-moi de cette répétition, mais au système de politique culturelle de ne pas s'effondrer en 2025. Néanmoins, on peut être fort inquiet du fait des projections budgétaires qui ont été annoncées par le gouvernement, mais aussi de la préélection municipale qui forcément va venir réinterroger un certain nombre de choix publics précédents qui n'ont pas été défaits à l'approche des échéances électorales. J'aimerais revenir néanmoins sur quelques propos qui ont été tenus précédemment. Tout d'abord, concernant le déficit public, pour resituer un petit peu les choses, les dépenses culturelles comptent pour très peu dans ce déficit chronique de la France. Là, un collègue spécialiste d'économie publique faisait les comptes et en arrivait à la conclusion qu'elle représentait 2% du déficit total. Et 0,6% du budget de l'État. Voilà, c'est dire toute la vacuité de la réponse par la culture à la question du déficit budgétaire. Et si l'on
remet en perspective par rapport au poids budgétaire d'une région que représente la culture, par exemple, au niveau de la région Pays de la Loire, avant ce retrait massif, cela représentait environ 2% du budget total de la région. Donc je crois que la réponse finalement au déficit public dans une réorganisation ou un arrêt des subventions aux acteurs culturels, finalement est peu opérant et peu convaincant à ce niveau-là. D'autre part, s'agissant de la question de la compétence obligatoire, vous savez, les régions ont un certain nombre de compétences sur lesquelles elles sont dans l'obligation d'agir, finalement, de mener une politique publique, et ce, depuis 2015 en particulier. Mais cet argument qui consisterait à ce que les régions, et on pourrait l'étendre aux départements, devraient se recentrer sur des compétences obligatoires ne tient pas. Pourquoi ? Parce que de compétences obligatoires, il n'y a quasiment pas en matière culturelle, et encore moins pour les communes que pour les régions et les départements. C'est-à-dire que si toutes les collectivités territoriales suivaient ce raisonnement, eh bien de politique culturelle, il n'y aurait plus, tout simplement. Et par ailleurs, nous avons quelques expériences précédentes de régions, il y a quelques décennies même, qui ne souhaitaient pas participer à ce jeu du financement croisé avec les autres niveaux de collectivité territoriale et l'État. En particulier, la région Auvergne sous Valéry Giscard d'Estaing. Et on a vu toute la fragilisation, la déstabilisation, voire la dérégulation du partenariat public que cela a engagé. Quant à l'idée qu'une politique culturelle devrait finalement être énoncée exclusivement à partir des communes, je crois que non plus c'est un scénario qui n'a pas de consistance, dans la mesure où il consisterait à envisager les politiques culturelles au seul prisme de la proximité et de l'équipement, et à faire l'impasse sur plein d'autres questionnements que prennent en charge les régions et les départements. Vincent Guillon, je propose qu'on fasse réagir Alexandre Thébault à tout ce que vous venez de dire, financement des communes mis à part, si vous le voulez bien, parce que ça fait beaucoup de choses, mais en substance, il me semble que Vincent Guillon nous dit qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait que des raisons budgétaires. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Alexandre Thébault ? Alors, moi, je réponds à tous ceux qui Est-ce que vous avez pris en compte, pour le dire autrement, le risque de fragiliser le tissu culturel de votre région ? Je vous parle de votre région parce que vous êtes décideur dans ce cas-là. Est-ce que vous avez pris ce risque en compte ? Comment est-ce que vous l'avez jugé ? Et 6 mois plus tard, quelle conclusion est-ce que vous tirez de cette décision ? Mais je pense d'abord que le principe de réalité, et je rebondirai sur les propos de M. Guillon, mais en l'occurrence, le principe de réalité font que ce ne sont plus des risques dont nous parlons. Et encore une fois, au-delà du domaine culturel. Moi, j'ai 3 800 000 personnes qui vivent dans la région dont j'ai l'honneur d'être le conseiller à la culture. Mais je ne peux pas me concentrer exclusivement sur ma délégation parce que tout est lié, absolument tout est lié. Et que cette dette dont on parle, elle fait qu'en l'occurrence, notre système de santé se casse la figure, l'éducation nationale se casse la figure, les transports ne sont pas au rendez-vous, et c'est derrière tout cela la transition écologique qui ne peut pas se faire, etc., etc. Tout est lié. Et il faut arrêter de percevoir notre monde comme celui de caste au sens large, toutes confondues, de corporatisme, qui voudraient défendre leurs privilèges. Moi, j'en appelle au sens du collectif. Et ce sens du collectif fait, et en écho, mais je le disais déjà avant qu'il le dise aujourd'hui, M. Bayrou, fait que tout le monde va devoir faire un effort. Et ça ne fait pas plaisir. Un effort, par définition, il coûte énormément. D'autre part, je voudrais quand même pouvoir dire que dans l'urgence budgétaire dans laquelle nous étions, dans laquelle nous sommes toujours et dans laquelle nous serons encore, je pense, pendant les 10 prochaines années en l'occurrence, parce que ça va durer, eh bien je voudrais dire qu'on n'a pas justement rompu avec le financement croisé, précisément en continuant à financer via l'investissement. Parce que c'est notre rôle, nous, en tant que méga structure pour assurer le maillage du territoire, eh bien, la construction de salles, comme je disais, de spectacles, de muséums ou de musées d'art contemporain, comme on vient de le faire au Sable d'Olonne, par exemple. Donc, on continue sur ce plan-là et on continue aussi à solidifier, budgétairement parlant, nos pépites régionales, parce qu'on en a et on continue à les accompagner, comme l'Abbaye royale de Fontevraud ou comme, par exemple, notre orchestre national, qui du jour au lendemain, et je ne le reproche pas à nos partenaires publics, qui du jour au lendemain s'est vu retirer 800 000 € de subventions publiques de la part des départements, parce qu'elles sont dans une contrainte budgétaire similaire à la nôtre. Ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Il faut la prendre en compte, et j'aimerais qu'on puisse ensuite aborder la question effectivement des alternatives, parce qu'il en existe, et je rejoins madame qui disait tout à l'heure qu'il faut qu'on se mette autour de la table pour pouvoir évoquer les manières dont on permettrait à la culture de s'autonomiser financièrement, parce qu'il y a des solutions à proposer. 18h40 sur France Culture.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta. Vous êtes bien sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée, vous l'aurez compris ce soir, au financement de la culture publique, en compagnie d'Alexandre Thébault, que vous venez d'entendre, délégué élu à la culture et au patrimoine de la région Pays de la Loire, Sandrine Mény, directrice du TMS Théâtre Molière de Sète, Sète nationale de l'archipel de Thau et membre du Syndéac, et Vincent Guillon, co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles, professeur à Sciences Po Grenoble. Sandrine Mény, je crois que vous souhaitiez réagir sur de nombreux éléments. Mais je voulais d'abord vous poser cette question. Est-ce que vous comprenez ce que dit Alexandre Thébault ? La culture ne peut pas être à part lorsqu'on pense l'entièreté d'un budget. Il faut sortir. La culture n'est pas un domaine réservé. Absolument. D'ailleurs, la culture et le spectacle en particulier, et quelle culture, travaille avec l'ensemble des secteurs qui ont été énoncés. Chaque année, moi, je travaille en lien avec l'hôpital public. Beaucoup de mes camarades et de collègues du secteur travaillent dans les prisons, dans le domaine de la justice. D'autres encore travaillent avec, bien entendu, nos collègues de l'éducation nationale. Et on voit bien aussi comment les baisses qui sont à l'œuvre dans l'ensemble de ces secteurs, que ce soit la justice, l'éducation ou la santé, ont des répercussions sur le vivre ensemble et sur l'ensemble de nos concitoyens. Donc non, il ne faut absolument pas s'abstraire de ça. Moi, je viens complètement d'une culture de service public, avec une maman qui travaillait dans l'hôpital public et un papa militaire de carrière. Donc je connais bien cette question des baisses et elles sont à l'œuvre depuis très très longtemps. Ce qui est peut-être plus complexe dans notre domaine, c'est que la lente érosion des financements publics est à l'œuvre depuis longtemps. Et comme on l'a dit, c'est une part infime finalement, 0,65% du budget de l'État. Évidemment, la moindre baisse fait beaucoup plus de dégâts. Quand on enlève 100 000 euros sur notre secteur, ce sont 5 postes, puisque le prix moyen, en fait, un emploi chargé médian dans notre secteur, c'est 20 000 euros bruts par an. Vous avouerez qu'on n'est pas très, très bien payé. Vous avouerez qu'un artiste, aujourd'hui, gagne moins bien sa vie qu'il y a 10 ans. Quel est le secteur, aujourd'hui, en France, où les gens travaillent autant, voire plus, en étant de moins en moins payés? Il n'y en a pas beaucoup, je crois. L'enseignement. Et l'enseignement, probablement. Peut-être la radio publique, voilà. Je plaisante. En fait, probablement. Donc c'est comment, en effet, on arrive à prendre peut-être cette petite spécificité-là en compte et peut-être aussi une forme de fierté. Quand on voit l'année dernière le défilé magnifique de Thomas Joly et de Maud Le Pladec, chorégraphe, Thomas Joly, metteur en scène, qui sont sortis de nos écoles nationales et qui sont sortis de la direction d'un centre dramatique national pour Thomas Joly, d'un centre chorégraphique national pour Maud Le Pladec. Thomas Joly qui a été vent debout contre Christelle Morancet, présidente de la région Pays de Loire, à l'annonce de ses coupes. J'avais loupé Ah oui, absolument, voilà. J'avais loupé ça. Mais voyez, ils sortent tous les deux des plus grandes écoles de notre pays. C'est une grande fierté, ce système unique au monde que tout le monde nous envie, qui fabrique et qui permet de créer une attractivité de notre secteur culturel public absolument incroyable et qui d'ailleurs, pour connaître aussi très très bien le domaine de l'événementiel, est très régulièrement repris. Je pense à certains de nos camarades dans le cirque de création qui vont régulièrement passer d'un endroit à un autre puisqu'ils vont créer, et majoritairement grâce à de l'argent public, et souvent aussi aller animer tel Donc grand événement. Donc c'est à partir de ce que la culture apporte qu'il faut réfléchir la manière dont on pense le modèle culturel ? Oui, moi je crois qu'il faut revenir aux artistes, il faut revenir à l'essence même de ce qu'est la France et ce qu'est notre pays, qui est regardé par le monde entier et de cette forte attractivité. Et l'année dernière, nous étions tous tellement fiers quand on a vu ce qui a été produit, tellement fiers. Et on n'a pas assez dit que ça vient du service public, des arrêts de la culture. Et je crois que ça, il faut qu'on le défende, en fait, comme on défend un modèle d'hôpital public. Aujourd'hui, la recherche sur le diabète, elle est du côté de l'hôpital public. En préparant cette émission, vous nous disiez... C'est là que ça se joue. Pardonnez-moi de vous interrompre, vous nous disiez en préparant cette émission, sans la culture, le pays se casse la figure. Enfin, mais je le crois, réellement. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, je crois que, regardez aujourd'hui, peut-être on va faire un petit pas de l'autre côté des Alpes. Nos collègues aujourd'hui italiens qui perdent des financements à tour de bras, notamment dans le domaine de la danse, on voit bien qu'il y a une forme d'appauvrissement. Les festivals diminuent le nombre de dates, peu à peu, voire même
disparaissent. Et on sait bien que dans les mouvements touristiques, la question de ce que l'on vient voir ou de ce que l'on vient découvrir est extrêmement important. Donc quand il y a des événements qui disparaissent ou qui sont réduits à leur portion congrue, c'est aussi une forme d'attractivité du territoire qui est largement détruite et détricotée. Moi, quand je suis le jour de l'ouverture des abonnements à la scène nationale, depuis 8 ans maintenant, les gens me disent « mais nous, on s'est installés ici parce qu'il y a ce théâtre et que ce que vous proposez dans une ouverture maximum, moi c'est simple, je programme du musical au théâtre de création en passant par le cirque, voilà, et évidemment beaucoup de créations partagées avec les habitants, puisqu'aujourd'hui, on voit bien aussi que nous devons être à cette jonction de la rencontre entre l'artiste et les habitants d'un territoire. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à éveiller, à continuer ce rôle qui nous a été confié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'éveiller les consciences. Et on fait ce métier-là. Alors, éveiller les consciences, justement, vous m'offrez une transition, Vincent Guillon, c'est un projet politique post-Seconde Guerre. On a parlé tout à l'heure de décentralisation, on a parlé également de la manière dont la culture était importante, éminemment importante, fondamentale pour le pays, vous le disiez, Sandrine Mini. Est-ce que le politique s'empare encore de la question culturelle, Vincent Guillon ? Oui, il s'en empare, puisque... Autrement que pour des raisons budgétaires, parce que là, pour l'instant, on ne parle que froidement de questions budgétaires. Ouais. Il s'en empare encore, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas d'autres collectivités territoriales, tous niveaux confondus, qui ont acté des coupes budgétaires en matière culturelle aussi importantes que la région Pays de la Loire, où là, on a un vrai désengagement quasi intégral qui confère à la délégitimation politique totale. S'agissant du paysage national dans son ensemble, il est vrai que les sujets culturels font peut-être moins consensus qu'avant. Dans la mesure où on a pu observer dans certaines situations qu'ils étaient sans doute moins en mesure d'asseoir une image politique pour les élus qu'auparavant, ce qui pouvait avoir des effets de dépriorisation de l'agenda des politiques locales. Autre dimension qui, à mon sens, est beaucoup plus inquiétante, on assiste dans certains cas à une inversion presque totale du rapport à la politique à la culture. C'est-à-dire que jusqu'ici, on faisait de la politique culturelle pour accompagner le développement d'un secteur culturel. Désormais, dans certains cas, on peut construire un rapport politique à la culture dans une forme de défiance très frontale à ce secteur et chercher à en tirer un bénéfice politique. Ce qui, je crois, est assez nouveau. Alors, de ce point de vue, c'est vrai que les politiques culturelles redeviennent des marqueurs politiques forts et n'échappent pas finalement à la forte polarisation du champ politique et social tel qu'on peut le constater de façon plus large. Mais du fait qu'elles engagent des questionnements qui sont des questionnements liés aux valeurs, liés à l'identité, liés à la manière dont on se raconte et dont on raconte notre pays, notre collectivité, notre groupe humain, elles sont peut-être plus que d'autres politiques publiques les otages d'une opposition caricaturale entre gauchisme culturel et wokisme d'un côté et conservatisme culturel de l'autre. Et je crois, de ce point de vue-là, les propos de la présidente de la région Pays de la Loire qui dénonçait finalement des associations trop politisées, sous-entendu trop politisées à gauche, est une expression finalement de cette repolitisation du champ culturel dans un registre de contestation forte qui marque une rupture nette et franche par rapport à la tradition de soutien public à la culture de la famille politique qui se revendique du gaullisme et dont se revendique également M. Thébault s'est revendiqué à l'instant même. Donc là, on peut voir qu'il y a des ajustements, une fragilisation de ce consensus politique qui a été l'alpha et l'oméga des financements croisés et qui ouvre finalement un avenir très incertain quant au soutien public et politique aux acteurs culturels. Alors, Alexandre Thébault, par où, si ce n'est pas par les différents intermédiaires et par le croisement, le millefeuille entre départements, régions, États et municipalités, par où doit passer, s'il doit y en avoir, par où doit passer la subvention publique de la culture, que ce soit pour les grands théâtres comme pour les associations et les petites compagnies qui parfois obtiennent des subventions, parce qu'il y a différents aussi niveaux de culture.
Oui, alors mais justement, encore une fois, je me répète, mais je tiens à le redire, attention à ne pas amalgamer l'intégralité du domaine culturel aux seules personnes Non, mais l'argent public, disons, c'est hyper ruisselle important. dans le monde de Non, la mais culture. sauf que C'est-à-dire qu'il y a les grands théâtres sauf que nationaux, il y a les subventions pour des compagnies, les associations, mais etc. Il y a tellement de etc. compagnies qui n'ont aucune subvention. Il y a Absolument, aussi vous beaucoup avez raison. des modèles nouveaux aujourd'hui, notamment chez les jeunes et chez les émergents, Alors, qui veulent par aller où vers doit passer le l'entrepreneuriat. financement ? Non, mais c'est important qu'ils veulent aller vers l'entrepreneuriat culturel. Moi, j'observe, j'ai pu être en discussion avec la CGT Spectacle, par exemple, qui ne veut pas entendre parler du mot entrepreneuriat parce que cela viendrait abîmer ou affaiblir l'intermittence du spectacle. Moi, je réponds simplement qu'en bon élu, enfin, j'essaie en tout cas d'être à l'écoute des populations et notamment de nos jeunes, et qui nous disent, quoi qu'ils pensent sur le champ partisan, qu'ils veulent être entrepreneurs culturels. Est-ce qu'on accompagne ce modèle-là ou est-ce qu'on leur dit non, ça n'a jamais existé, donc on n'y va pas? Il y a des sujets de fond là qui sont à l'œuvre, idem pour la révolution numérique avec l'IA, etc., etc. Comment est-ce qu'on l'accompagne et qu'on n'en fait pas un adversaire? C'est absolument central, notamment pour le spectacle vivant. Pas exclusivement, mais notamment. Une réconciliation aussi entre les domaines patrimoniaux et les domaines du spectacle vivant qu'on oppose encore trop souvent. Alors que qu'est-ce que c'est qu'un lieu patrimonial si c'est un lieu de création qui permet la diffusion précisément du spectacle vivant? Tout cela, ça, c'est l'héritage, honnêtement, de guérillas internes qui ont fait beaucoup de mal au secteur culturel dans son ensemble et que moi, j'appelle à réconcilier. Je pense qu'il faut à nouveau qu'on communique lié à ces défis monumentaux qui sont la paupérisation de la subvention publique, premier point. Ensuite, j'appelle à ce qu'on puisse quand même, effectivement, observer ce qui se passe ailleurs. Moi, je suis plutôt... Je suis lisnardien. Je suis aussi adhérent David de Énergie. Voilà, David Lisnard. Maire de Cannes. Et donc, j'appelle effectivement à une belle démocratisation à tout point de vue, et notamment culturel. Inspirons-nous de ce qui se fait en Allemagne. Mais ça veut dire quoi être lisnardien? Parce qu'il faut expliquer... Mais c'est le pouvoir au niveau subsidiaire, le pouvoir décisionnaire et notamment au bloc communal. Plus qu'à l'État et plus qu'aux régions. Je crois que l'État devrait se concentrer sur un rôle de grand architecte ensemblier, être le visionnaire de ce qu'est l'exception culturelle française, garantir une bonne disparité et une bonne proportion en fait, de l'offre culturelle sur tout le paysage pour ensuite octroyer plus de pouvoir, et notamment de pouvoir financier, aux communes. Ça me semble être essentiel. De même qu'il faut maintenant être inventif. On parlait, et je rejoins madame, sur l'attractivité culturelle et patrimoniale qui ruisselle sur le tourisme. Moi, je suis de ceux qui disent, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une reversion de la quote-part de la taxe de séjour, parce que le tourisme procède de l'attractivité culturelle et patrimoniale, et pour autant, la culture et le patrimoine ne jouit pas de cette taxe de séjour. On pourrait être inventif et commencer à réfléchir à cette reversion-là dans le cadre d'un fonds souverain qui aurait les épaules massives et qui permettrait de financer, sans subvention publique de fait, la culture sous toutes ses formes. Il y a des solutions, il y a des pistes à identifier. Alors, architecte ensemblier qui permettrait ensuite aux communes d'avoir les mains libres. Est-ce que c'est par exemple une proposition qui trouverait les faveurs de votre théâtre national, Sandrine Mini ? Alors, en tant que scène nationale, forcément, je ne peux pas adhérer à cette vision, puisque pour la simple et bonne raison que nous sommes un label de l'État, et que ce qui est à l'œuvre, j'étais avant dans une scène conventionnée, voilà, dans une petite commune de l'agglomération lyonnaise, où une proche de Laurent Wauquiez a remporté la mairie. Qu'est-ce qui s'est passé très très vite? Scène conventionnée, c'est un label de l'État, mais c'est une toute petite convention de 80 à 100 000 euros, et c'était une scène conventionnée pour la danse. Or, elle trouvait, madame la maire, qu'il y avait beaucoup de danse dans ma programmation, puisque nous étions une scène conventionnée pour la danse. Et donc, elle a commencé à faire du lobbying pour avoir les copains qu'elle avait rencontrés à Avignon, qui étaient des musiciens super sympas. Et c'était tellement chouette de les avoir dans la programmation. Donc moi, toujours dans mon souci de diplomatie et de dialogue, je viens aussi des affaires étrangères de ce pays. Donc, j'essaye d'aller à sa rencontre. Vous avez été attaché culturel à Rome, oui. Absolument. J'essaye d'être en dialogue et de ne pas couper le dialogue. Moi, mon principe dans les collectivités, c'est qu'il faut dialoguer, c'est de trouver un consensus parce qu'on est au service de toute une population. Mais ce n'était jamais assez. Et donc, au bout d'un moment, elle a trouvé un moyen pour m'évincer de ce poste-là et j'ai candidaté à une scène nationale. Pourquoi ? Parce que sur la question de la programmation, j'ai mon autonomie pleine et entière. J'ai fait en ouverture de saison un cabaret. Une partie des gens, des habitants disent « Oh, quand même, du cabaret dans une scène nationale. » Ouais. Mais en revanche... Bah oui, juste après, je fais aussi la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée, où on va aller parler du Liban et de la Palestine. Ça, c'est l'autonomie, la programmation d'une scène nationale ou d'un théâtre national, et évidemment, c'est précieux. Vincent Guillon, est-ce que c'est par crainte d'interventionnisme politique que vous étiez également réticent à l'idée d'une communalisation du financement de la culture ?
Non, c'est que finalement, les communes sont déjà un petit peu le centre de commandement culturel des politiques culturelles. Elles prennent en charge 80% du financement culturel des collectivités territoriales et plus de la moitié du financement culturel au niveau national si on intègre l'État. Donc dire finalement que la vie culturelle devrait être davantage financée par les communes, je vois pas trop comment concrètement. Par une réallocation des budgets, sont monsieur, déjà c'est ce que je disais, dans une situation des budgets nationaux. Mais les budgets nationaux, ils n'ont pas besoin d'être transférés aux communes. Ce serait mal connaître le rôle finalement de chacun dans ce partenariat public et cette coopération où chaque place occupée par les régions, les départements, les communes et l'État permet d'une part une mise à distance du politique dans un système d'administration directe de la culture qui est extrêmement important, et d'autre part à chacun de prendre en charge des questions culturelles à un niveau finalement de gestion publique qui peut être pertinent. Et s'agissant des régions, il y a effectivement un besoin d'organiser des filières d'activité à travers notamment une perspective d'économie de la culture. Or, on peut s'étonner du point de vue de la région Pays de la Loire, par exemple, que celle-ci se soit retirée du financement d'un certain nombre de structures intermédiaires régionales qui, justement, organisaient cette économie de filières artistiques et culturelles et finalement incarner cette raison économique dans le champ culturel à laquelle faisait référence Monsieur Thébault. J'aimerais terminer sur un autre aspect. S'il vous plaît, parce qu'il nous reste 2 minutes d'émission. Très rapidement. Si la subvention publique existe en matière artistique et culturelle, c'est que ces domaines sont structurellement déficitaires. Il n'y a pas de service public de la culture sans économie publique de la culture. Dire l'inverse, je crois que c'est soit être dans une forme de déni ou de mauvaise connaissance du fonctionnement de ce domaine d'activité. Je vous propose qu'on fasse réagir tout de suite. Impliquerait d'intégrer la culture uniquement dans un registre d'économie marchande avec des objectifs d'audience et de satisfaction des goûts qui ne correspondent pas à une politique publique de la culture. Alexandre Thébault, il n'y a pas de service public de la culture sans économie publique de la culture ? D'abord, pour la 3e fois, je dirais qu'il y a des cultures dont le modèle économique est franchement éprouvé. En région, on a le Puy du Fou, par exemple, qui fonctionne très bien et qui lui permet d'injecter plusieurs dizaines de milliers. Qui est un parc à thème, qui ne concerne pas seulement la création culturelle. Non, je dis pas que depuis Paris, c'est du divertissement. Absolument, le divertissement n'est pas la culture. Moi, j'y vois des ponts. Bon, ça, c'est un parti pris. Vous avez raison. Néanmoins, ce que j'entends, et je le regrette, mais ce que j'entends dans les propos de M. Guillon, c'est que finalement, il y a beaucoup de conservatisme dans le sens où, en fait, ne changeons rien, ne prenons pas en compte la réalité et ne changeons rien alors que le vaisseau est fissuré de partout et qu'il prend l'eau. Voilà. Je vous remercie à vous trois d'être venus depuis Nantes, depuis Avignon, depuis là où vous vous trouviez. Cher Vincent Guillon, d'être venu à cette émission. L'émission préparée par Pascaline Bonnec. Je remercie également Aloïse Guérin à la programmation. Merci à toute l'équipe, Théa Corler, Paul Weinharter, Maud Yaïch, Ali Chavarin pour leur travail, Vivian Lecuivre à la réalisation et l'ami Ludovic Auger à la technique. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même studio, pour une autre question du soir qui fera débat puisqu'elle sera consacrée à la réforme de l'audiovisuel public. Bonne soirée sur France Culture.